Bonjour à tous et à toutes, je continue sur Giacomo Meyerbeer et sur les Huguenots. Nous en étions arrivés à l'acte 4, l'avant-dernier acte, et c'est celui où il y a peut-être plus d'éléments qui ont été retenus par le grand public et par la critique. Ce qui ne veut pas dire que les actes 1, 2, 3 qui ont précédé ne comportent pas beaucoup d'éléments, il y en a énormément. Et je vous rappelle la remarque qui avait été faite, malheureusement je ne sais plus par qui disait que dans les Huguenots, il y avait matière à 20 grands opéras. Voilà, il y avait énormément de choses, énormément de connaissances, énormément d'air, énormément de récitatifs, d'idées, c'était inouï. Et il est, je pense, difficile de trouver autant d'idées chez un autre compositeur. Hein, voilà. Alors, le comte de Saint-Brice, donc le père de Valentine, va commencer par haranguer ses troupes finalement, puisque l'union entre un huguenot, Raoul de Nangis, et une catholique, Valentine de Saint-Brice, donc sa fille, a échoué. Donc ça va causer, d'après le livret, la Saint-Barthélemy, ce qui est faux dans la réalité évidemment, mais il faut se situer dans la logique de l'ouvrage, même si cette logique est absurde en l'occurrence. Voilà, donc cette relation a échoué, cet amour a échoué, donc il y a la situation individuelle des protagonistes qui va avoir un impact plutôt sur une situation collective, à savoir la religion et la politique. Donc, il va essayer de... Il n'a pas beaucoup de mal d'ailleurs, hein. Il est avec ses hommes, il y a même Valentine qui est là, puisque son mari, le comte de Nevers, explique qu'elle est catholique, qu'elle est impliquée dans sa religion et qu'elle peut écouter ce que son père va dire. Le roi peut-il compter sur vous, nous dit le comte de Saint-Brice, et ses troupes, j'ai envie de dire, répondent mécaniquement. Hein. Et alors là aussi, ils sont bien individualisés, les personnages. Le comte de Nevers, donc, est le seul à s'inquiéter, parce qu'il se dit, mais qui condamne ces protestants? Le comte de Saint-Brice, le père de Valentine, répond Dieu, et il se demande, le comte de Nevers, qui les frappera, qui va les tuer? Et le comte de Saint-Brice répond nous. Et le comte de Nevers, on sent son malaise. Ce n'est pas un personnage superficiel, et ce n'est pas une erreur du librettiste, c'est que simplement, je le redis, j'aime beaucoup ce personnage, il est superficiel au second degré. C'est-à-dire qu'il est superficiel quand il n'y a pas d'implication grave, hein, quand c'est juste des filles un peu légères qu'il fréquente, là il a raison de l'être finalement. Et pour les choses sérieuses et graves, c'est quelqu'un qui est vraiment intéressant sur le plan humain, même je trouve qu'il est pas mal dessiné ce personnage. Voilà. Et c'est alors que le comte de Saint-Brice va entamer ce qui sera le plus grand morceau peut-être de l'opéra, enfin le plus connu du grand public. Et on se sent que cette mélodie italianisante, comme disent les critiques, va être reprise par la suite, va être reprise dans la suite de l'acte. Hein. On s'en doute si on connaît un petit peu les opéras en général. Ça commence comme ça. Pour cette cause sainte, j'obéirai sans crainte. J'obéirai sans crainte à mon Dieu, à mon Dieu, à mon roi. Bon, c'est pour une basse chantante apparemment, hein, donc je suis pas du tout basse chantante. Hein. Donc ce qui fait que voilà. Nagez sur mon courage, entre vos mains j'en garde. C'est très esthétique. Hein. Vous savez, c'était un ami de Rossini et il aimait le bel canto. Et on lui a reproché d'ailleurs dans la suite de ses opéras de trop être axé sur le bel canto. Berlioz le lui a reproché, peut-être aussi parce qu'il n'était pas capable de produire de telles mélodies, hein, Berlioz. Il avait peut-être plus d'ambition intellectuelle, mais peut-être qu'il n'était pas capable de ça et ça le rendait jaloux. Hein. Moi je pense. Voilà, donc c'est très joli. Alors, ce qui est embêtant aussi, moi, ce qui m'embête un peu, c'est que les plus beaux airs sont réservés aux catholiques, aux méchants, finalement. Donc, est-ce que c'est un défaut de l'opéra? Je ne sais pas.
Voilà. Bon, évidemment, pour séduire, on ne prend pas les mouches avec du vinaigre, hein. Là, il essaie d'haranguer ses troupes, de séduire ses troupes, donc il lui faut quelque chose de beau, hein. Ça correspond à un joli discours, en quelque sorte, hein. Alors, tout cela se mêle à la voix du comte de Nevers et à Valentine et à Tavanès, ou Tavannes, je sais pas comment ça se prononce, hein, qui esquissent des contre-chants. Donc c'est assez esthétique en plus, hein. Euh, Alors ensuite, Nevers qui dit que dans sa famille il y a eu des soldats, mais il n'y a pas eu d'assassin. Pour lui, c'est de l'assassinat. Le comte de Nevers, le mari de Valentine, donc Valentine qui est elle-même la fille du comte de Saint-Brice, celui qui est l'instigateur de tout ça, qui parle au nom de la reine Catherine de Médicis et du roi Charles IX, hein, en fait, hein, qui ne sont pas là, mais qui auraient dû être là. Il s'en va en fait. Euh, voilà, donc il est arrêté. Et ensuite, la mélodie s'anime, c'est plus italianisant, et c'est assez effrayant parce que il décrit ce qui va se passer. Comment c'est déjà ça me revient plus, mais tous frappons à la fois, tous frappons à la fois. Donc il donne un peu des détails pratiques, voilà, de ce qui va se passer, pour échauffer un petit peu les conjurés. Et ensuite, après, il y a différents passages. Il va faire la liaison, le comte de Saint-Brice, avec la fameuse bénédiction des poignards, qui est un morceau donc qui fait partie de comment dire de l'histoire de l'opéra. Enfin, c'est vraiment un classique. Hein, je sais pas comment le qualifier. Hein. Je sais pas, c'est comme Lola Montez pour le cinéma français, hein, pour le cinéma mondial, ou un film d'Alain Resnais. Quoi, ce sont vraiment des chefs-d'œuvre. Euh, qu'on aurait tort vraiment de vouloir critiquer. On ne peut pas critiquer, c'est tellement bon. Il n'y a pas que ça dans cet opéra qui est remarquable, je vous l'ai déjà dit, hein, mais bon, notamment ça. Et encore plus après l'ère qui suivra. Hein, bon. Et alors là, pareil, la bénédiction du poignard, c'est un mélange de style archaïsant et de rythme héroïque propre à Handel. Ils reprennent donc c'est faux, mais bon. Enfin bref. Et après c'est il y a tout ça et enfin à la fin ils reprennent pour cette cause sainte. Ils reprennent ça en chœur. C'est très impressionnant et en même temps c'est très sobre. Tout est calculé dans cette bénédiction des poignards, mais c'est un calcul nécessaire. C'est-à-dire que c'est grandiose, mais ce n'est pas emphatique justement. Et il y a une économie de moyens finalement quand on y réfléchit. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Peut-être, je la trouve même inférieure à la phrase. Si je retenais une chose de cet opéra, c'est la phrase du veilleur de nuit. Mais vraiment, dans cette phrase, il y a tout. Il y a du théâtre, il y a de la musique, et il y a quelque chose qui dépasse tout ça, c'est-à-dire qui renvoie à un passé, au passé palimpseste, nous sommes là, mais tout ce qui a précédé, tout ce qui a été avant nous, qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaît pas encore, qu'on connaîtra peut-être un jour, tout ce qui nous a précédé, qui est là, invisible, qui a usé les marches, qui mène au grenier, etc. C'est extraordinaire, c'est vraiment, voilà, je retire ça du Huguenot, et c'est le meilleur, mais je vois pas d'autres compositeurs qui font ça. Moi, je connais pas tous les compositeurs, mais il n'y en a pas. Voilà, c'est même pas la peine de tourner autour du pot. Et il y a vraiment une profondeur réelle dans ces opéras de Meyerbeer, mais pas là où on le croirait le plus. Il y a des airs ravissants, mais qui sont finalement plutôt creux. Enfin, parfois, pas toujours, mais qui sont attendus, comme les duos entre Valentine et Raoul, hein. Pas Valentine et Raoul, Marguerite et Raoul. C'est très joli, mais on peut le trouver ailleurs, je pense ça. Voilà. Bon. Et alors, alors voilà ce que disait, je crois, c'est du Wagner, hein, voilà Wagner, qui a été odieux aussi avec Meyerbeer après l'avoir encensé, mais on y reviendra. Alors je lis ce que raconte Wagner sur cette fameuse bénédiction des poignards. Hein. Le compositeur fait grossir le torrent sans le laisser se perdre en tourbillon confus, mais en l'élargissant vers une mer imposante. Voilà. Et ben c'est à peu près ça. On se retrouve à la fin
devant une sorte de spectacle maritime au coucher de soleil, une mer majestueuse, imposante, un océan peut-être, voilà. Et ça a été obtenu par une grande économie de moyens. Alors il y a les critiques qui ont un peu ironisé juste sur une partie. Il dit retirons-nous sans bruit. Puis là ils reprennent le thème pour cette cause sainte en chœur. Voilà, très fort. Mais là c'est intérieur. Et c'est vraiment, et c'est à la fois effrayant et très beau. Et le problème c'est que c'est trop beau pour les méchants. Est-ce que c'est un défaut? Est-ce que c'est une qualité? Je repose la question, je ne sais pas. Voilà. Berlioz, non, pardon, Berlioz c'est pour le... Alors ensuite, à la fin de l'acte, il y a quelque chose de très remarquable qui a été rajouté à la demande d'Adolphe Nourry, le ténor, hein, qui a joué Raoul initialement. Il voulait un duo d'amour entre Valentine et Raoul. Alors là, ça a été, comment dire, l'unanimité de la critique et des détracteurs de cet opéra et du compositeur. Ça fait l'unanimité, ça rassemblait tout le monde. C'est le fameux « tu l'as dit ». Bon, comme ça, tu l'as dit, ça fait un peu con, ce que je raconte, mais entre le duo entre Raoul et Valentine, surtout chanté par Raoul, un peu par Valentine, mais moins, elle intervient moins quand même dans ce duo, à condition qu'il soit chanté avec douceur. Et c'est extrêmement réussi aussi, hein. C'est très sobre, très simple. Il fallait, enfin, on se dit, mais on aurait dû y penser plus tôt, ben non, ben voilà. Voilà ce que c'est que quelqu'un qui est très très doué. On parle des hauts potentiels. C'est une forme différente d'intelligence, mais là, on est en dehors, je pense, de tout ça. On est proche, peut-être pas tout à fait quand même, des gens comme Mozart, comme Salieri. Enfin, vous voyez, c'est des gens qui étaient, je pense que peut-être Meyerbeer était peut-être à certains points de vue meilleur que Salieri, à d'autres moins bons. Enfin bref, difficile de comparer. Mais on est avec des gens hors du commun. Bon, il se trouve qu'il a eu un gros succès, Giacomo Meyerbeer. C'est étonnant parce que je pense que c'est quelqu'un vraiment hors du commun et je suis peut-être pas le seul à me rendre compte, mais j'ai l'impression que peu de gens s'en rendent compte, hein, de choses comme ça. Enfin voilà. Et Berlioz, alors c'est là justement qu'il va intervenir, même s'il a été critique par la suite, hein, parce qu'il a trouvé que Giacomo Meyerbeer utilisait trop de ficelles, notamment dans le Prophète, je crois. C'était plus des ficelles mais des câbles. Il disait un truc comme ça. Je sais pas si c'est pour le Prophète ou pour l'Africaine ou plutôt Vasco de Gama. Il dit pour concevoir un tel morceau, le talent ne suffit pas, il faut du génie. Voilà, ça veut rien dire le génie, mais c'est pour vous faire entrevoir ce que ça peut être. À condition vraiment d'avoir la sensibilité requise et de pas être une personne trop terre à terre. Il faut aimer un peu la musique aussi, hein. Alors par contre, là, il y a une remarque de musicologue qui a été faite par celui, mais je vais vous le citer à la fin des vidéos, je vous le citerai, hein, ce livret, qui a composé le livret d'avant-scène opéra dans les années 90, consacré à Meyerbeer. À la fin de l'acte, donc le compositeur fera ce qu'aucun compositeur n'a probablement tenté avant lui. Voilà, il a fait quelque chose qui a été fait certainement pour la première fois. Voilà, c'est lorsque Raoul chante seul et il termine son air avant de s'enfuir par un mi qui est la note sensible du ton de fa majeur. Voilà, ça n'aurait jamais été fait, puis il s'en va par la fenêtre en fait, hein, donc voilà, avant lui. Voilà, je vais peut-être arrêter là et je passerai à l'acte 5 dans ma prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté, à très bientôt.